Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau de La Voix est libre, le magazine politique de la rédaction de France 3 Picardie. Je reçois ce midi le nouveau patron de l'opposition régionale, Christophe Coulon, président du groupe Envie de Picardie au Conseil régional. Bonjour Christophe Coulon. Bonjour Didier Cani. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À 38 ans, vous appartenez à la nouvelle génération de la classe politique régionale. On va voir en quelques lignes votre parcours. Vous êtes conseiller régional depuis l'an dernier. Vous avez donc succédé il y a quelques semaines à Caroline Cayeux à la tête du groupe qui fédère les droites au Conseil régional. Caroline Cayeux étant touchée par le cumul des mandats depuis son élection au Sénat. Vous êtes aussi conseiller municipal d'Aulnoy-Soulan depuis 2008. Voilà pour les mandats. Au plan purement politique, vous êtes aussi le secrétaire départemental de l'UMP de l'Aisne, qui est, ne l'oublions pas, le département de Xavier Bertrand. On vous en dit un proche, vous avez été son attaché parlementaire et dans la vie professionnelle maintenant, vous êtes le directeur de cabinet du maire UMP de Laon, sénateur-maire Antoine Lefebvre. Tout à fait. Xavier Bertrand, c'est par lui que vous êtes entré en politique ? C'est par lui que j'ai pris des responsabilités, effectivement. Je me souviens d'ailleurs du premier jour de notre rencontre, c'était fin 99, au moment de la campagne pour la présidence du RPR. François Fillon était venu à Soissons pour présenter sa candidature. Et à un moment, j'ai fait la rencontre de Xavier qui, visiblement, avait déjà entendu un peu parler de moi et qui m'a proposé, à cette époque, de venir le rejoindre au Conseil général de l'Aisne, dont il était le président. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler, à collaborer avec lui. C'était donc en janvier 2000 pour le Conseil général dont il était le président du groupe. Absolument, il était président du groupe, tout UMP. à fait, pas du Conseil général, mais président du groupe UMP, donc de l'opposition. Et donc j'ai commencé à collaborer avec lui en tant qu'attaché du groupe. Et ça reste aujourd'hui le patron de l'UMP dans le département ? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, l'UMP fonctionne avec deux représentants, on va dire, d'envergure départementale. Le premier, c'est le président du comité départemental. Le comité départemental, c'est l'Assemblée nationale de la fédération UMP, au sein de laquelle sont pris un certain nombre d'orientations, au sein de laquelle sont données des investitures. Et puis vous avez à côté ça, le secrétaire départemental que je suis, qui est le mécano, celui qui est chargé d'animer la vie des fédérations, de travailler avec les cadres, de préparer les échéances politiques. Il suit les choses encore de très près sur le plan politique ? Tout à fait, parce que ses responsabilités nationales ne lui permettent plus, alors qu'il a été lui-même secrétaire départemental et que je lui ai succédé, c'était en 2006, il ne peut plus être aussi disponible, bien évidemment, pour suivre l'actualité en temps réel de notre fédération. Et donc, j'ai un lien, bien évidemment, fort avec lui en termes d'information, de veille électorale, de préparation des échéances. Donc, nous fonctionnons effectivement en couple à deux sur ça. L'essentiel de votre vie professionnelle, on l'a vu, s'est passé à l'intérieur même du sérail politique, on va dire, attaché parlementaire, directeur de cabinet. L'expérience de la vie civile, du monde économique, par exemple, ne vous manque pas ? Alors, c'est vrai que, répondant à une question de l'un de vos confrères de la presse écrite régionale, on m'a parlé d'apparatchik. L'apparatchik, j'ai dit effectivement pourquoi pas, je ne vais pas m'inscrire en faux contre cette idée, sauf que je suis d'abord un professionnel avant d'être entré en politique. J'ai pris à 25 ans le poste de directeur de la communication de la ville de Lens, fraîchement sorti de l'école. J'ai eu la chance de faire des rencontres, de trouver là une opportunité et pendant 2 ans, je dirais, je me suis investi professionnellement au sein des collectivités territoriales. C'est le hasard de la vie qui m'a fait faire ces rencontres avec Xavier Bertrand, bien évidemment, avec Antoine Lefebvre, avec qui je collabore maintenant depuis de nombreuses années. Et puis, le professionnel ne s'interdit pas, lorsqu'il est dans une collectivité territoriale, de s'intéresser à la vie publique, la vie politique. Et c'est comme ça que petit à petit, en militant, on a trouvé que j'avais peut-être certaines qualités pour pouvoir prendre des responsabilités. L'engagement à l'UMP, il est philosophique, idéologique ou c'est un concours de circonstances ? C'est un concours de circonstances. Chez moi, on ne parlait pas politique. Donc vous êtes un peu un opportuniste ? C'est pas un opportunisme, j'ai fait mon chemin. J'ai fait mon chemin en tant que citoyen. Je n'ai jamais milité, y compris à la fac, par exemple. J'avais des convictions, je ne me suis jamais fortement engagé dans les combats politiques. C'est plus tard, lorsque j'ai approché ce domaine de la vie publique au sein des collectivités territoriales, que j'ai souhaité effectivement m'engager un peu plus. C'est pas de l'opportunisme, c'est une passion parce que la vie politique est rude, c'est difficile, mais quand on aime, on ne compte pas, donc on y va à fond. Alors j'imagine que c'est particulièrement difficile porter l'étiquette UMP par les temps qui courent. Il y a une campagne qui va démarrer, qui a déjà démarré.
Nicolas Sarkozy bat des records d'impopularité. Les derniers sondages sont assez parlants. Nicolas Sarkozy devancé au premier tour très largement par François Hollande, un 38% au second tour, un Front National très fort. On entend aussi beaucoup d'élus MP commencer à exprimer une forme de morosité, c'est le moins qu'on puisse dire. Le sentiment pour certains de ne plus y croire. Quand on est le patron de son parti dans un département, comment on fait en ces temps compliqués pour remotiver les troupes ? On y croit. On y croit en se battant parce que les sondages ne font pas une élection. Je ne vais pas verser dans la langue de bois, mais on voit bien aujourd'hui, avec une actualité nationale et internationale dont on parlera peut-être tout à l'heure, extrêmement compliquée, avec des basculements incroyables. L'actualité nationale récente nous a montré que des vainqueurs de mai ne sont pas finalement ceux qui seront sur la ligne d'arrivée. Puis je crois qu'il faut croire en l'action du gouvernement et de celle du président de la République. On est dans une période qui est extrêmement compliquée pour toutes les nations. Regardez les résultats qu'ont eu les leaders européens ou mondiaux lors des dernières consultations électorales. Les revers pour le président américain, les revers qu'il y a eu en Allemagne, les élections au Portugal. Donc on voit bien que ce phénomène actuel, cette crise, les difficultés du monde ont un impact direct sur les dirigeants des pays. Nicolas Sarkozy n'échappe pas à la règle. Seulement, je n'oublie pas qu'une campagne électorale, ça repose sur des engagements, sur une rencontre avec les Français, sur une vision de l'avenir. Et maintenant que nous avons enfin le candidat du Parti socialiste, on va pouvoir commencer à comparer. Et sur ce qui concerne le Parti socialiste, juste une remarque. Quand on voit quelles sont les chances de perspective des grands engagements du Parti socialiste, les 60 000 emplois dans l'éducation nationale, où François Hollande louvoie énormément pour dire que finalement, mais non, c'est 60 000 emplois dans l'éducation nationale, mais à masse salariale constante. Ça veut dire qu'il faudra en licencier 60 000 autres. Quand on voit l'engagement qui a été pris par Martine Aubry sur les 300 000 emplois jeunes, comment ont été critiqués les 200 000 contrats de génération par Martine Aubry, c'est un engagement de François Hollande. J'ai vraiment une impression que le programme du Parti socialiste aujourd'hui repose sur un grand malentendu. Les mesures que je viens de vous égrener, c'est à peu près 14 ou 15 milliards, mais où on trouve l'argent aujourd'hui ? Là, vous êtes déjà en campagne. Là. Non, pas en campagne, c'est une réflexion naturelle. Je pense qu'il ne faut pas mentir aux gens. La plus grande imposture de ces prochains mois sera assurément la question de la réforme des retraites. Qui y reviendra, M. Cani ? Qui y reviendra ? Donc voilà, tout ça, ce sera le débat de la campagne présidentielle. Il y a un sortant qui va devoir se battre aussi sur son bilan. Bien sûr. Le quinquennat de Nicolas Sarkozy, quel bilan vous en faites ? L'impopularité d'aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas aussi la conséquence d'erreurs ? Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de rejet dans une partie même de votre électorat ? Je dirais il paye comptant l'immense espoir qu'il avait soulevé en 2007 et son manque de résultats sur un certain nombre de points. À nouveau, pas de langue de bois. La question du chômage, la question de la croissance, ce sont les principales préoccupations des Français. Et aujourd'hui, on voit bien que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Seulement, moi je demande quand même un peu de clémence. Comparons-nous aux autres pays d'Europe, pays développés, qui ont traversé la crise dans des conditions autrement plus difficiles que la France. On ne va pas parler de la Grèce, en tout cas pas pour nous comparer, parce que la situation est sans commune mesure. Mais regardons les décisions qui ont été prises par les gouvernements, notamment britanniques, l'Espagne, l'Italie. On peut aussi regarder l'Allemagne. On peut regarder l'Allemagne, sauf qu'on a là, un bilan un pays dont l'outil industriel, le dynamisme économique n'est pas celui de la France. Donc on ne peut pas vraiment comparer nos deux tissus économiques. Par contre, quand on regarde l'Italie ou l'Espagne, où l'on a des pays s'approchant plus de la France sur un certain nombre de pans des activités économiques, on s'en sort quand même plutôt un peu mieux que les autres. Et je crois que plutôt que de regretter de ne pas avoir eu ce que l'on espérait, il faut peut-être aussi se dire, finalement, on n'est pas aussi mal en point que cela aurait pu être le cas. Moi, la seule question qui vaille, c'est dans quel état serait la France si jamais Ségolène Royal avait été élue présidente de la République en 2007 ? Voilà une vraie question. Les questions d'image, elles pèsent sur le futur candidat Nicolas Sarkozy ? Oui, parce que c'est quelqu'un qui a tellement incarné l'action politique. Je me souviens du bon mot de Jean-Louis Borloo qui avait été de dire Nicolas Sarkozy est le seul homme politique à devoir être élu président de la République pour être Premier ministre.
il avait raison, c'est un homme qui était extrêmement actif, très déterminé. Je crois qu'il n'y a jamais trop d'activité. Quand on voit l'ampleur des défis que l'on a à relever... Il est sorti de sa carrure présidentielle, mis les mains dans le cambouis. Peut-être, mais c'est sa façon de faire. C'est ce qu'il est. Et donc, je crois qu'il vaut mieux se contenter d'un hyperactif que d'un hyper mou, comme cela pourrait être le cas dans les prochaines années, si j'en crois les commentaires que nous avons eus ou découverts pendant la primaire socialiste. Alors l'autre caillou dans la chaussure, je dirais, c'est le Front National. En 2002, Nicolas Sarkozy avait siphonné les voix du FN. Aujourd'hui, face à Marine Le Pen, on n'est plus du tout dans la même configuration. Le FN, vous connaissez, vous êtes originaire de Noyon, qui est le fief du Front National dans cette région, avec Pierre Descaves hier, avec Michel Guignot aujourd'hui. Vous êtes dans le combat frontal avec le Front National ? Moi, je vais être très clair. Le Front National, je le connais bien, je combats ses idées, je combats ses propositions. Mais je voudrais rectifier votre propos. Vous avez parlé de siphonnage des voix du Front National. Tout comme je suis extrêmement clair avec le fait que les idées du Front National ne sont pas les miennes. Elles sont pour partie dangereuses pour notre démocratie. Je ne pense pas qu'il s'agissait d'un siphonnage des électeurs du Front National. Moi, je suis plutôt à l'aise quand je vois un candidat à l'élection présidentielle, et en plus le mien, qui est capable de faire revenir dans le camp de la République un certain nombre d'électeurs qui, par désespoir, par colère ou par aveuglement, votaient pour des partis qui ont des propositions quand même pour le moins surprenantes et dangereuses, j'en suis plutôt satisfait. Donc moi, il était question en 2007, non pas de siphonner, mais de remettre les choses à leur place. Aujourd'hui, la situation est tout autre. Vous avez raison. L'emballage a eu beau changer, je pense qu'il y a quand même un vieux fonds de commerce. Il y a un vieux fonds de commerce. On voit bien que certains leaders régionaux, vous avez reçu il n'y a pas longtemps, que vous retrouvez régulièrement aujourd'hui au Conseil régional. Et je vais être très clair, pour moi, je respecte l'ensemble des élus au sein de l'Assemblée régionale. Ils sont élus, ils ont ils ont reçu des voix, ils ont été élus au même titre que moi. Et donc, je dois faire avec. En bon démocrate que je suis, je dois non pas les ignorer, mais les combattre. Et les convaincre que les idées qui sont les miennes sont peut-être plus porteuses d'avenir et plus respectueuses des valeurs de notre démocratie que les leurs. Mais donc, demain, nous aurons quoi ? Nous aurons une Marine Le Pen qui finalement a décidé de surfer, non pas sur ce vieux fonds de commerce dont on parlait, l'immigration, l'insécurité, mais sur des préoccupations plus sociales, économiques, la peur du lendemain, l'avenir pour ses enfants. Sur des sujets importants. Moi, je partage ces inquiétudes, je vous le dis concrètement. Je les partage, c'est une réalité. Par contre, quand je vois des propositions complètement folles faites par Marine Le Pen, celle de sortir de l'euro par exemple, mais ça veut dire quoi sortir de l'euro ? On casse le thermomètre parce qu'on est malade, donc on se dit qu'on sort de l'euro et donc tout ira mieux, la vie sera moins chère. C'est une folie cette proposition. C'est une folie parce qu'on aurait une monnaie nationale, un nouveau franc complètement dévalué, on aurait une économie qui traînerait un boulet, nous serions au bord de la faillite. Donc voilà ce genre de propositions plus économiques et sociales faites maintenant par le Front National qu'il faut combattre. Et il va falloir expliquer pourquoi ce qui est fait aujourd'hui, ce qui a été fait hier en faveur des banques et aujourd'hui en faveur de la stabilité de l'euro, c'est pas pour faire plaisir aux banquiers, mais c'est pour sauver notre système économique, c'est pour éviter la faillite des banques et que les économies des Français ne s'envolent. Donc voilà le débat de fond. Vous évoquiez le fonds de commerce, on va dire traditionnel du Front National, la lutte contre l'insécurité. Aussi des dossiers dont Nicolas Sarkozy s'est emparé, donc l'Odéan aujourd'hui est le porte-parole, et avec quand même des échecs aussi sur ces questions, donc difficile d'aller convaincre les électeurs traditionnels du Front National sur ces questions-là. Alors là encore, je vais être très clair, c'est pas parce que le Front National met en avant un certain nombre de thèmes que ce sont de faux thèmes, de faux débats. La difficulté avec le Front National, ce n'est pas, un certain nombre de sujets qu'il soulève, c'est la réponse.
La Là, réponse vous rejoignez la fameuse phrase de Laurent Fabius, des vraies questions, mais des fausses réponses. C'est ce qu'il disait à peut-être, propos je du ne suis Front pas National. sûr que Laurent Fabius soit le meilleur modèle en politique qui me convienne. Et c'est ce qu'il disait à propos du Front National. En tous les cas, il ne faut pas que le Parti socialiste soit donneur de leçons. Même lui se met à s'intéresser aux questions de sécurité. Nous avons eu cette semaine la diffusion d'un grand nombre de propositions, je crois que 38, faites par un club d'idées satellite du Parti socialiste qui s'appelle Terra Nova. On avait très clairement un programme du Parti socialiste sur la sécurité. Enfin, il n'est pas trop tard. La sécurité, c'est un thème important et moi je souhaite que ma formation politique en parle. Non, ce qui me gêne, c'est que pour la question de l'immigration, on le règle simplement le problème en disant on ferme les frontières, plus d'immigrés, l'immigré dehors. Moi je suis un gamin d'une génération où on avait dans sa classe un Ibrahim, un Mamadou. Lorsque j'étais à Noyon, à l'école Saint-Exupéry en maternelle, il y en avait de toutes les couleurs. Et donc je suis extrêmement à l'aise avec l'immigration. La France a besoin de l'immigration, qu'elle soit de l'Est ou de l'Afrique du Nord. On a besoin de cette vague pour le dynamisme de notre économie, c'est incontestable. La France, malgré ses excellentes performances en termes de natalité, ne peut pas se passer non plus de l'immigration. C'est une donnée économique importante. Là où je diffère, mais radicalement avec le Front National, c'est qu'on n'a pas à fermer les frontières. Ce n'est pas la proposition qui est faite par le gouvernement. Le gouvernement... Et la position du président de la République, c'est sur une immigration contrôlée, régulée, où on évite cette immigration sauvage qui finalement ne donne que peu de perspectives aux personnes qui arrivent après avoir payé des milliers d'euros et s'être endetté à vie pour venir dans un pays dans lequel il n'y a pas de logement pour eux, pays dans lequel ils ne trouveront pas d'emploi. Donc ça a été, rappelez-vous... C'est la politique de l'immigration choisie. Oui, ça me semble être de bon sens. Ça me semble être de bon sens. Alors que le Front National, sur ce plan-là, a une solution extrêmement radicale, c'est les émigrés dehors. Hein. Souvenez-vous du slogan, 3 millions de chômeurs, 3 millions d'immigrés, point de suspension. Bon, voilà ce genre de choses que l'on oublie, mais même si Marine Le Pen donne un discours beaucoup plus moderne, mais on oublie qu'il voilà quelques années, ça a été ça, et que le fonds de commerce d'un certain nombre d'adhérents du Front National reste encore ces questions-là très dures sur des thèmes, compliqués. Les présidentielles, elles arrivent, les législatives vont suivre, ce sera juin de l'année prochaine, mais les états-majors des partis politiques les préparent déjà. Du côté de l'UMP, dans l'Aisne, comment on envisage l'échéance? 2 sortants? Aujourd'hui, pas beaucoup de chance d'en avoir davantage. Déjà, on aura 2 sortants, effectivement. Je note que l'UMP a plus de sortants dans l'Aisne, par exemple, que le Parti socialiste, qui n'en a qu'un seul, puisque, effectivement, sur 3 députés de gauche, seul un seul est membre officiellement du Parti socialiste. C'est Jean-Pierre Baligan. Donc, 2 sortants et la préparation dans 3 circonscriptions de candidats. Xavier Bertrand et Pascale Gruny, sa suppléante, donc, qui lui a succédé lorsque Xavier est devenu membre du gouvernement, et Isabelle Vasseur dans le sud de l'Aisne, je ne me fais pas d'inquiétude pour eux. Ils sont extrêmement travailleurs. Ce sont des gens qui sont déterminés, qui sont à l'écoute et qui ont fait preuve de leur efficacité politique. Je ne me fais pas de soucis pour eux, même si une élection n'est jamais gagnée, mais en tous les cas, j'ai confiance dans leur capacité à être réélus. C'est une évidence. Après, nous préparons pour les 3 autres circonscriptions du département de l'Aisne, celle de Thiérache, détenue par Jean-Pierre Baligan, celle de Laon, détenue par René Dosière, et celle de Soissons, détenue actuellement par Jacques de Zalangre, qui a fait le choix de ne pas se représenter. Ce n'est pas encore le moment pour nous, ce n'est pas le temps politique pour ma formation de faire des annonces, puisqu'on a des processus de consultation des militants, de décision à un niveau national. Donc l'UMP a toujours été avec quelques mois de décalage par rapport au Parti socialiste en ce qui concerne les investitures. Donc encore un peu de temps devant nous, mais priorité à l'élection présidentielle. Vous-même, la circonscription autour de Laon, qui est votre fief, votre bastion, vous pourrez demain être candidat ?
Mais ce qui concerne les élections de l'année prochaine, je dis, on n'est pas dans le moment des déclarations, des qui est candidat et des déclarations de candidature. Donc c'est mon cas. Moi qui suis le mécano de la fédération, je suis le premier à respecter scrupuleusement notre processus interne de désignation. Et donc le temps des déclarations n'est pas venu. Mais il y a une logique. Quand vous investissez au sein d'un territoire, pas si on peut parler de bastion aujourd'hui, mais en tous les cas, c'est le territoire dans lequel je vis depuis 1997. La vocation, c'est bien sûr de continuer à s'investir, non pas pour faire la course au poste, même si on entend dire souvent la place est bonne, les hommes politiques veulent tous des mandats. Bon, c'est pas ça, c'est qu'il y a une logique de développement. De même qu'aujourd'hui je travaille au sein du conseil régional pour mon territoire, certes dans l'opposition, mais il y a un réel travail et je peux vous dire que je rencontre beaucoup, bien qu'étant élu de l'opposition, mais le boulot doit être fait, que l'on soit dans la majorité ou dans l'opposition. Et le travail qui est fait au sein de la commune d'Aulnoy-Soulan actuellement, au sein de laquelle je siège, il y a une continuité. On ne saura pas aujourd'hui si vous serez ou pas non, candidat. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Alors le moment, c'est le combat politique aujourd'hui au sein du Conseil régional. Vous avez été élu, on va vous voir, à la présidence du groupe le mois dernier. Comment on fait pour exister quand on est dans l'opposition et finalement assez faiblement représenté? Assez faiblement représenté. Je tiens à souligner quand même qu'avec mes collègues du groupe Envie de Picardie, nous sommes 14, nous avons une réelle consistance. 30% des voix au second tour de l'élection régionale. Donc il n'y a pas de problème à trouver sa place. Ce qui a été plus difficile pour nous dans le fond, c'était d'arriver à être performant tout de suite et structuré. Pourquoi ? Lors de la constitution des listes, en début d'année 2010, il a été fait le choix de mettre en avant un grand nombre de nouveaux élus. Et donc, nous arrivions à Amiens, dans l'opposition, avec, sur les 14 membres, seulement 2 sortants. 2 élus expérimentés, qui étaient Caroline Cailleux et qui est partie, et Monique Rio qui est là et dont nous avons besoin parce qu'elle connaît bien l'institution. Quelque part, c'est un peu les petits nouveaux aux manettes. C'est un peu les petits nouveaux aux manettes. En tous les cas, il y a eu ce choix de mettre en avant pas mal de nouveaux élus en complémentarité avec des sortants. Donc il a fallu qu'on s'organise. C'est pas simple non plus d'être dans l'opposition, je vous le dis, mais c'est ce qui forme, c'est ce qui permet de se faire tanner le cuir et de voir loin. Donc il y a un travail qui est fait depuis plusieurs mois par mes collègues et par moi-même. Dans un premier temps avec Caroline Carieux, derrière elle. Aujourd'hui, mes collègues m'ont fait l'honneur de me nommer président de ce groupe. Donc il va falloir continuer à s'opposer. Sur quoi comptez-vous mener l'offensive ? Pour l'instant, on vous entend peu, ou vous êtes assez discret? Assez discret. Mais là encore, je pense qu'il faut aussi ramener le débat à sa juste mesure. Qu'est-ce qui fait l'actualité du Conseil régional lorsque l'on siège? C'est le coup de poing, c'est l'incident de séance, c'est la déclaration un peu outrancière qui fait les choux gras, et je veux bien le comprendre, de la presse. Seulement, il y a toute une partie de la vie et des débats au sein du Conseil régional qui sont sur le fond et qui, dans l'absolu, intéressent moins. Et je peux vous dire que sur toute cette partie du fond, de la vision du développement de la Picardie, de la place de la région dans le développement local, auprès des collectivités, sur un grand nombre de sujets, le développement économique, nous sommes là, nous sommes bien présents, nous nous faisons entendre. Donc ce que je souhaite, c'est que nous soyons un groupe sur le fond, qu'on ne soit pas le groupe du coup de poing, de l'accident. Moi, les débats biaisés, déformants, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie d'aller au Conseil régional pour refaire au sein de l'hémicycle de notre région les débats nationaux que l'on entend du soir au matin sur les plateaux de télévision. Vous êtes aussi un élu de l'Aisne. Vous comptez porter un peu la voix du département à la région? On dit souvent que l'Aisne est le parent pauvre des 3 départements picards. Et pas pas qu'un peu, monsieur Cagny, et pas qu'un peu. Maintenant, dans cette fonction de président, je dois avoir une parole régionale. Mais je n'oublie pas que je suis, comme vous le soulignez, issu d'un département qui souffre plus que les autres.
Son taux de chômage, par exemple, est encore une fois les chiffres du mois dernier, plus 6%, hélas, et le record de France de chômage. Hélas. Et donc, c'est vrai que l'Aisne est ce département qui le souffre le plus dans notre région. Moi, je ne demande pas de discrimination positive au Conseil régional. Par contre, je pense que là, lorsque l'on a une de ces composantes territoriales, et en l'occurrence le département, qui souffre plus que d'autres, 13% de chômage, alors que l'Oise, c'est 9%, la Somme, 11%. Lorsqu'on en est à ce niveau-là, il y a un certain nombre de décisions et d'investissements à faire. Donc je souhaite qu'on ait un accompagnement pour le département de l'Aisne plus significatif que celui que nous avons aujourd'hui, notamment sur le plan économique. Et là, il y a une vraie divergence avec la majorité régionale. En matière de développement économique, alors que la région est le grand ordonnateur de l'action économique, le grand coordonnateur des actions qui sont menées dans cette région, je crois que la région, sur un grand nombre de sujets, n'est plus présente sur le développement de zones économiques, n'est plus présente sur l'aide à l'immobilier, l'aide à l'investissement. Et ça, c'est un très gros problème. On a compris que ce serait l'un de vos combats. On va s'interrompre, Christophe Couillon, une dizaine de minutes, le temps du journal de la mi-journée présenté par Zora Hamdam. À tout de suite.